Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi le 24 janvier 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 198. Hier, j'ai pas pu faire l'épisode du mardi, donc c'est déplacé aujourd'hui. Ça fera pas une grosse différence, c'est juste que j'ai des informations que j'aurais pas eues hier, entre autres le taux directeur au Canada. Et en fait, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une couple de choses qui sont plus ou moins liées l'une avec l'autre, mais je vais vous parler de ces sujets-là qui me paraissent pertinents. Premièrement, il y a la hausse des loyers au Québec. En fait, ça vient du fait que là, il y a eu la recommandation du tribunal administratif du logement qu'on appelle le TAL, et eux autres, à chaque année, ils donnent une espèce de guideline pour les propriétaires. Donc, je vais vous parler de ça. Ensuite, il y a le remboursement du prêt COVID pour les entreprises canadiennes. En fait, la date butoir, c'était la semaine passée, le 18. Donc, je veux un peu vous parler de ça aussi. Et ensuite, je veux couvrir le fait que les taux d'intérêt commencent déjà à baisser, même si du côté de la Banque du Canada, on n'a pas encore diminué le taux directeur, dû au fait qu'il y a beaucoup de taux d'intérêt qui sont liés évidemment au marché obligataire, les rendements de ce côté-là. Ben déjà, on peut voir des taux d'intérêt qui commencent à diminuer. Donc, je vais couvrir ça également. Et il y a le prix du Bitcoin, les derniers résultats financiers de Netflix qui sont sortis hier soir. Et je vais également finir avec les droits de cotisation pour le CELI en 2024. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des sujets qui ne sont pas vraiment liés l'un avec l'autre. Mais je veux vous parler de tout ça aujourd'hui. Donc, je vais commencer tout de suite avec le tribunal administratif du logement, donc ce qu'on appelle le TAL. Donc, eux autres, ils ont fait une recommandation pour une hausse de 4% en 2024, c'est-à-dire que c'est une augmentation qui est suggérée, c'est un guideline, c'est pas une obligation pour les propriétaires. Dans le sens que, légalement, il n'y a pas de taux maximal d'augmentation de loyer. Donc, théoriquement, un propriétaire pourrait décider de monter le prix comme bon lui semble. Donc, si votre propriétaire a fait des rénovations, il a fait des travaux dans votre logement, il pourrait en fait justifier une augmentation supérieure à 4%. Et tu sais, en termes de chiffres, là, pour un peu voir c'est quoi une hausse de 4%, si on regarde pour un loyer de 1500$ par mois, on parle d'une hausse de 60$ par mois. Donc, sur une année, là, c'est 720$ de plus qui sert à finalement juste à payer le logement. Et à titre de comparaison, l'année passée, en 2023, le TAL il avait suggéré une augmentation de 2,3%. Donc ça, c'était pour la hausse des loyers. Et là, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir beaucoup de locataires qui vont faire le saut en voyant l'augmentation de leur loyer pour le prochain bail. Dans le fond, les propriétaires, ils envoient ça au courant du mois, du fait qu'il y a un délai pour avertir le locataire d'une augmentation et que là, le renouvellement des bails, c'est en juillet. Donc, vous allez recevoir ça prochainement si ce n'est pas déjà fait. Et là, comme je vous dis, le problème au niveau de l'abordabilité des logements au Québec, c'est pas prêt de se régler. Et c'est clair que cette situation-là, ça affecte la santé financière des ménages, les ménages surtout à faible revenu, mais tu sais aussi la situation financière des personnes célibataires, parce que maintenant, habiter toute seule dans un 4,5, c'est quasiment rendu un luxe, là, surtout si tu additionnes l'hydro ou le gaz naturel, les assurances, l'Internet, tout ça. Donc, je suis pas en train de dire que là, c'est la faute des propriétaires, c'est-à-dire que les propriétaires, c'est des investisseurs. Eux autres, ils cherchent du rendement. Donc, c'est sûr que si le coût augmente, assurance et compagnie, ben, eux autres, ils vont monter le prix de leur logement. Au fait, pour certains propriétaires, là, présentement, les revenus locatifs ne couvrent même pas leur versement hypothécaire. Et ça, ce que ça signifie, c'est qu'ils doivent sortir de l'argent de leur poche à chaque mois. Et ça, c'est sans compter les bris, les rénaux, l'entretien qu'ils doivent payer. Donc, il y en a
que l'équation ne fonctionne pas à cause de la hausse des taux d'intérêt. Et là, je ne suis pas en train de pleurer pour les propriétaires non plus. Là. La plupart s'en sortent très bien. C'est juste que mon point, c'est qu'il ne faut pas voir les propriétaires comme des gros méchants qui veulent siphonner le locataire. Présentement, il y a un débalancement du côté de l'offre et de la demande des logements au Québec. Tu sais, avec l'immigration massive de la dernière année, il y a plus de monde qui ont besoin de se loger et de l'autre côté, le nombre de logements est insuffisant. Donc, nécessairement, ça fait grimper les prix. C'est une question d'offre et de demande. Donc, il ne s'agit pas d'être greedy pour les propriétaires. C'est juste que s'il y a quelqu'un qui est prêt à te payer 2000$ par mois pour habiter dans ton logement, pourquoi tu le louerais à 1800$? Pourquoi tu le louerais moins que 2000$? Tu sais, tu peux dire, ouais, mais pour aider les autres, peut-être. Mais comme je vous dis, le propriétaire, c'est un investisseur qui veut s'enrichir au même titre que moi, je veux le faire avec la bourse. La seule affaire qui est plate avec ça, c'est que les investisseurs immobiliers, ils offrent une solution à un besoin primaire, se loger. Donc, c'est sûr que quand eux autres font des rendements avec ça, des profits ou peu importe, ils sont mal vus du fait qu'il y a du monde qui ont justement de la difficulté à se loger, à se trouver un endroit pour habiter avec leur famille. Donc, c'est sûr qu'avec ce qui se passe présentement, la hausse des loyers, tout ça, il y a beaucoup de propriétaires qui sont mal vus. Mais de mon côté, le propriétaire, il a pris son argent, il a pris des risques, il y a des comptes à rendre, c'est-à-dire que lui, il faut qu'il paye son hypothèque, peu importe ce qui arrive avec la bâtisse, ses locataires, tout ça. Donc, c'est plate, mais le propriétaire, il a le droit de le louer au prix qu'il veut. S'il trouve preneur à 2000$ par mois, ben, il va louer à ce prix-là. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous parler par rapport à la hausse des loyers au Québec. Donc, la situation de l'abordabilité du logement, tant qu'à moi, c'est pas quelque chose qui va se régler à court terme. Sinon, concernant les entrepreneurs au Québec, je vous rappelle que la semaine passée, c'était la date butoir du 18 janvier 2024 pour le remboursement du prêt COVID, donc le compte d'urgence du gouvernement du fédéral pour les entreprises canadiennes. Et au Québec, sur les 80 000 entreprises qui ont contracté le prêt du compte d'urgence, il y a entre 30 à 40% qui ne sont pas en mesure de rembourser le 40 000 pour conserver la subvention de 20 000. Et ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont devoir rembourser la totalité, c'est-à dire le 60 000 d'ici le 31 décembre 2026. Et là, en attendant, leur seule obligation, c'est qu'ils vont devoir payer en fait les intérêts de 5% sur le prêt. Donc, encore une fois, en termes de chiffres, ça donne 3000$ d'intérêt par année. Donc, à peu près, en fait, c'est 250$ par mois. Mais reste que 250$ par mois, c'est pas grand-chose. Mais comme je vous dis, il va falloir qu'ils remboursent le 60 000$ en totalité d'ici la fin de l'année 2026. Donc, ça lui donne 2 ans pour ramasser ce montant-là. Et ça, je pense que ça va amener beaucoup d'entrepreneurs, en fait, à remettre en doute leur modèle d'affaires actuel. Et soit ils vont chercher des solutions, en faisant une restructuration, en essayant de couper des coûts, en essayant d'augmenter leurs revenus, quoi que ce soit. Ou sinon, ben, ils n'auront pas le choix de mettre la clé dans la porte de leur commerce parce que il est possible qu'avec la picture actuelle, leur business n'est pas rentable. Et ce qui est malheureux avec ça, c'est qu'on va constater les dommages seulement une fois qu'on va avoir les données pour le trimestre en cours, c'est-à-dire les données par rapport aux faillites. Donc, de mon côté, je ne serais pas surpris de voir le nombre de dossiers d'insolvabilité pour les entreprises au Canada monter en flèche pour le premier trimestre de 2024. Sinon, ce matin, c'était la décision de la Banque du Canada par rapport au taux directeur. Et sans surprise, ça a été le statu quo, c'est-à-dire que le taux directeur est resté inchangé à 5%. Par contre, comme j'ai dit au début de l'épisode, avec ce qui se passe sur le marché obligataire, c'est-à-dire la baisse des rendements des obligations, les taux d'intérêt ils ont déjà commencé à descendre. T'sais, on peut le voir juste en regardant les rendements des CPG
qui ont baissé. Tu sais, en novembre-décembre, on voyait beaucoup de CPG pour 12 mois à 5,10%. Et là, les mêmes CPG de 12 mois, ils affichent un taux autour de 4,75%. Et c'est la même chose pour les CPG de 18 mois qui étaient à 5,15% en novembre et là qui sont rendus à 4,5%. Donc, il y a visiblement une baisse du côté des rendements pour les CPG. Et c'est le même principe pour les taux fixes sur les prêts hypothécaires. Depuis 3-4 semaines, les taux fixes ont commencé à baisser. Un taux fixe sur 5 ans, c'est passé de un peu plus de 6% à 5,4, 5,3% chez certains prêteurs. Il faut comprendre que les taux fixes, ça fluctue en fonction du marché obligataire. Ils ne sont pas liés directement au taux directeur comme le taux variable. Autrement dit, avec la baisse des rendements sur le marché des obligations, les taux fixes devraient diminuer avant même. En fait, ils ont déjà commencé à diminuer avant même que la Banque du Canada décide de diminuer le taux directeur. Au fait, on devrait voir les banques canadiennes afficher des taux fixes plus bas dans les prochains mois. Donc, prochainement, on pourrait voir des taux fixes sur 5 ans beaucoup plus intéressants pour les acheteurs. Donc, tout ça pour dire que la baisse des taux d'intérêt du côté des CPG, des taux fixes sur les prêts hypothécaires, ça reflète vraiment l'anticipation des investisseurs sur le marché obligataire vis-à-vis la baisse du taux directeur. Donc, on anticipe cette baisse-là et elle se reflète déjà sur le marché des obligations. Et une autre chose qui a connu une baisse dernièrement, c'est du côté du Bitcoin. Comme j'en ai parlé dans le dernier épisode, je m'attendais à ce que le prix du Bitcoin se mette à descendre suite à l'approbation de la SEC pour les FNB Spot Bitcoin. Et j'avais dit que selon l'analyse technique, je voyais une chute jusqu'à un niveau de support dans les environs de 38 000 US. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 40 000 Et là, avec le fort momentum baissier qu'on voit actuellement, le prix du Bitcoin pourrait facilement continuer de descendre jusqu'à 36 000 $. Encore là, il s'agit de regarder c'est une analyse du graphique, mais je pense que ça vient un peu confirmer ma réflexion, c'est-à-dire que l'autorisation de la SEC pour les ETF Spot Bitcoin, ça ne va pas attirer une marée de nouveaux investisseurs. Donc, sans nouveaux acheteurs, tout excités d'acheter du Bitcoin, le prix, il n'y a comme pas le choix de stagner ou de baisser parce qu'il n'y a pas de pression haussière de la part des acheteurs. Bref, depuis le pic, le sommet autour de 46 000 $ US au début du mois de janvier, là, le Bitcoin il a droppé de plus de 16%. Et je vois pas qu'est-ce qui pourrait le pousser à la hausse à court terme. Donc, c'est un peu mon opinion par rapport à la crypto. Et je vous parle de ça pas parce que j'ai investi là-dedans, c'est plutôt parce qu'on me pose souvent des questions vis-à-vis la crypto. Et tu sais, c'est l'autorisation des FNB Spot Bitcoin, ça a quand même fait les gros titres la semaine dernière ou l'autre d'avant. Donc, je voulais un peu revenir sur les fluctuations du Bitcoin. Sinon, aujourd'hui, je vais aussi prendre le temps de... En fait, c'est pour vous glisser un mot à propos des derniers résultats financiers de Netflix. Donc, vous le savez, c'est une de mes grosses positions dans mon portefeuille. Et premièrement, si on regarde les derniers earnings, on a pu voir que le nombre de nouveaux abonnés il a dépassé les prévisions. C'est-à-dire qu'on parle de 13 millions d'abonnés supplémentaires au dernier trimestre. Donc, on a dépassé les prévisions et on parle de 30 millions d'abonnés, de nouveaux abonnés pour l'année 2023. Donc, il y a encore une très forte croissance du côté des abonnements pour Netflix et même du côté des chiffres, là, les revenus de Netflix ils ont aussi surpassé les attentes des analystes. Il y a juste du côté du bénéfice par action qui était juste en dessous des projections, là, quelques cents à peine. Et si on regarde dans les résultats financiers, on peut voir la profitabilité pour l'année 2023. Donc, on parle d'une marge d'exploitation qui a été de
21%, ce qui est excellent dans l'industrie du streaming. Beaucoup de compagnies qui vont faire offrir ce service-là ne sont même pas rentables avec leur département de streaming. Et pour finir, du côté de leur nouveau forfait, le forfait qui est moins cher mais qui a de la publicité, le nombre d'abonnements de ce côté-là a augmenté de 70% d'un trimestre à l'autre. Et il y a maintenant plus de 23 millions d'utilisateurs actifs par mois qui utilisent l'abonnement avec de la pub. Donc, c'est vraiment toutes des bonnes nouvelles pour Netflix. C'est très encourageant pour les actionnaires. Et suite à ces excellents earnings-là, ce matin, le prix des actions de Netflix est en hausse d'environ 12%. Donc, encore une fois, en tant qu'actionnaire, très satisfait de ça. Mais ce que je voulais vous parler par rapport à Netflix, c'est aussi le fait qu'ils ont pris un pari de 5 milliards de dollars en décidant de broadcaster, de streamer en live les événements de la lutte WWE sur leur plateforme. Et ça va être à partir de janvier 2025, donc l'année prochaine. Et ils vont faire ça en partenariat avec le TKO Group Holding, qui est coté sur la bourse de New York. Et d'ailleurs, avec l'annonce du partnership, le prix des actions du groupe TKO, ils ont grimpé de 15% hier. Donc, visiblement, les investisseurs étaient satisfaits de ce partenariat-là avec Netflix. Et pour Netflix, je pense que c'est une excellente stratégie d'aller vers ce type d'offre-là. J'espère que c'est seulement le début pour le streaming de sport en live sur leur plateforme. C'est-à-dire que tant qu'à moi, une des seules raisons pour laquelle le monde continue de payer pour le câble, le câble standard, c'est pour regarder justement les sports en direct, que ce soit le hockey, le football, etc. Donc, si Netflix devient une plateforme de streaming pour des événements sportifs en live, je pense qu'ils vont aller chercher, davantage d'abonnements, mais deux, surtout, ça va être une bonne manière d'améliorer la rétention de leurs abonnés. Parce que sinon, le monde s'abonne, il regarde une série en rafale, puis là, après quelques semaines, ils se désabonnent. Après ça, ils vont s'abonner sur Disney+, Prime Video, HBO, tous les services que vous connaissez. Puis après ça, s'il y a encore de quoi d'intéressant sur Netflix, bon, ils vont retourner pour se réabonner. Mais là, avec le streaming d'événements sportifs en direct, ben, tu viens de te démarquer de ta concurrence. Là, ben, t'as Disney, t'as Walt Disney qui offre ESPN, qui est un peu similaire à ce que veut offrir Netflix. C'est-à-dire qu'avec ESPN, t'as un paquet d'événements comme la UFC. Mais tout ça pour dire que tu donnes une raison supplémentaire à tes abonnés de ne pas justement annuler leur abonnement en ayant un offre supplémentaire. Et je pense que ça va attirer aussi beaucoup d'autres abonnés du fait que la lutte WWE, dans mon temps, c'était Hulk Hogan, The Rock, Undertaker et compagnie. Je pense que ça attire encore énormément de téléspectateurs, surtout si on regarde les chiffres du côté des États-Unis. Et bref, j'avais anticipé la publicité sur Netflix. J'en avais parlé. Je trouvais que c'était une belle façon d'aller chercher d'autres types de revenus. Eux autres l'ont incorporé avec des forfaits moins chers. Et là, je pense que la prochaine étape pour les services de streaming, ça va être la diffusion live de sport en tout genre. Là, c'est la lutte, mais ça pourrait être carrément autre chose. Je pense que si les services de streaming comme Netflix, je pense que c'est lui le plus dominant dans cette industrie-là, si en plus il offre du streaming en live d'événements sportifs, là, tu as de moins en moins de raisons d'aller opter pour une autre plateforme ou encore le câble standard. Donc, ça conclut pas mal mon opinion par rapport à Netflix. Comme je vous dis, très content d'être actionnaire, très content d'en avoir racheté à 180 quelques piastres durant l'été 2022. Je pense que Netflix, il y a encore énormément de potentiel avec ce titre-là. Présentement, au prix actuel, un peu cher, mais l'avenir va nous dire si effectivement ce prix-là est justifié. Et pour conclure l'épisode d'aujourd'hui,
Je vais vous parler des droits de cotisation pour le CELI en 2024. Donc, évidemment, ça, c'est par rapport au placement du côté personnel. Là, je ne parle pas de Traders 360. Comme vous pouvez vous en douter, moi, à chaque année, j'utilise les nouveaux droits de cotisation pour le CELI. Autrement dit, ça fait un bout de temps que j'ai atteint le plafond de cotisation du CELI. Donc, à ce moment-là, il faut qu'à chaque année, j'attende pour les nouveaux droits de cotisation annuels qui se rajoutent. Et en 2024, on parle de 7 000 supplémentaires, donc une légère augmentation par rapport aux 6 500 qui étaient offerts en 2023. C'est-à-dire que c'est des droits de cotisation qui s'additionnent. Si tu n'as pas utilisé ceux de l'année passée, cette année, tu as le droit aux 7 000 plus le 6 000, donc tu as le droit à 13 500. Et c'est de même jusqu'en 2009. C'est-à-dire que c'est des droits de cotisation qui sont cumulatifs. Autrement dit, si vous aviez 18 ans et plus en 2009 et que, en date d'aujourd'hui, vous n'avez fait aucune cotisation à votre CELI, si j'additionne les plafonds de cotisation annuels des dernières années, vous pourriez transférer 95 000 dans votre CELI pour le faire fructifier à l'abri de l'impôt. Parce que, comme je vous dis, ils sont cumulatifs. Et si on part de 2009, on additionne tout ça, on est rendu à 95 000 en cotisation. Et là, c'est important de comprendre que vous êtes limité en termes de cotisation, mais ton CELI, il peut dépasser 120 000 150 000 tout dépendamment des rendements que tu fais à l'intérieur. C'est pas la valeur du CELI qui est capée, c'est le nombre de cotisations, le montant que tu peux transférer à l'intérieur du CELI. Et là, comme je vous dis, ça donne 95 000 pour ceux qui avaient 18 ans et plus en 2009 et qui n'ont jamais cotisé au CELI. Et de mon côté, j'ai atteint mon max, sauf que, évidemment, cette année, il me reste le 7 000 à investir dans mon CELI. Donc, j'attends de voir qu'est-ce que je vais acheter avec ça. Encore là, 7 000 ça n'a pas l'air beaucoup, ça n'a pas l'air d'être une grosse position. C'est juste qu'il faut comprendre le fait que les rendements futurs sont à l'abri de l'impôt. Donc, en considérant que tous les gains capital, tous les dividendes que tu vas recevoir vont tout être non imposables, ça fait une méchante différence sur le long terme parce que 7 000 tout seul dans un CELI, ça fait pas grand-chose, sauf qu'il faut considérer le fait que vous l'ajoutez à ce que vous aviez déjà. Il faut calculer le fait que vous allez faire du rendement là-dessus, des rendements composés, des gains sur vos gains, et que tout ça, ça reste à l'abri de l'impôt. Donc, sur une période de 25, 30, 35 ans, c'est énorme le rendement que vous allez obtenir. Et comme je vous dis, il y a le rendement, il y a aussi le côté fiscal que quand vous allez sortir ça de votre CELI, vous n'aurez pas une scène d'impôt à payer. Donc, je trouvais ça important de vous parler des nouvelles cotisations. Donc, cette année, un nouveau 7 000 de disponible pour ceux qui ont déjà maximisé leur CELI. Et pour ceux qui n'ont jamais cotisé et que vous aviez évidemment plus de 18 ans en 2009, vous avez droit à 95 000 $ dans votre CELI. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas utilisé ce véhicule de placement-là, ce serait le temps de le faire. Vraiment, c'est surtout sur un horizon à long terme, c'est énorme ce que ça peut faire en termes de rendement et en termes surtout d'économie d'impôt. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Comme vous pouvez sûrement l'entendre, la voix est sur le bord de s'éteindre. Je ne sais pas c'est quoi le virus présentement, mais tout le monde tousse, tout le monde perd la voix. Donc, je fais partie du lot. Donc, si vous aimez le podcast, partagez-le, laissez un 5 étoiles sur Spotify, un review sur Apple Podcasts. Il y a également ma chaîne YouTube pour le monde qui veut regarder les vidéos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire. Et je vous remercie encore une fois de votre écoute. On se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.